Crise d'identité au sein du métier de professeur, perte d'engouement par rapport à ce métier chez les jeunes, rapport à l'autorité, le monde de l'enseignement est loin d'être un long fleuve tranquille. Nous avons interviewé la membre d'un syndicat d'enseignants ainsi que quelques passants pour parler du système scolaire actuel. Aurélie Gagné est porte-parole de la FSU SNU-IPP. Elle réagit à la perte d'engouement pour le métier de professeur au sein de la nouvelle génération. On sait qu'il y a un manque de reconnaissance qui passe par le salaire, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on nous demande, qui passe aussi par une reconnaissance, un soutien de notre hiérarchie, un soutien de la population aussi parfois, et je dirais une reconnaissance aussi de la part de nos hommes et femmes politiques. Donc ça, c'est un métier qui a une image, vue de l'extérieur, c'est un métier qui souffre, qui est en souffrance. Concernant, je dirais, une fois qu'on s'introduit dans le métier, parce qu'on a aussi des jeunes qui passent le concours, qui le réussissent et qui finalement quittent au bout de quelques mois d'expérience. Ils quittent parce que, ils se rendent compte que le métier, n'est pas celui qu'ils avaient imaginé. Il y a une certaine complexité parce qu'il faut, nous devons, depuis notamment la loi de 2005, qui dit que chaque enfant doit trouver sa place à l'école, notre métier est devenu beaucoup plus complexe et nous n'avons pas les moyens pour l'exercer correctement. Nous n'avons pas assez de formation, nos effectifs de classe sont trop chargés, nous n'avons pas forcément des accompagnants d'élèves en situation de handicap qu'il nous faudrait en nombre suffisant. Et donc, ces jeunes enseignants qui réussissent le concours sont mis dans une situation de travail qui est parfois irréalisable. Aujourd'hui en France, si on a envie de vivre correctement et que ce qui nous intéresse c'est d'avoir un bon salaire, on ne se tourne pas vers l'éducation, on n'a pas envie de devenir prof tout simplement parce que la rémunération n'est pas attractive. Et je pense qu'on se coupe de plein de talents à cause de ça. Pour moi, la problématique, c'est qu'on fait rien pour rendre le métier vraiment attractif. Et au-delà de ça, je pense que si on va plus loin, j'ai l'impression que ce métier, on le laisse vraiment péricliter, presque même volontairement en fait, parce qu'à ce stade-là, enfin, je veux dire, on le sait, mais on n'en parle pas. En fait, c'est un fait, mais qu'on laisse de côté, qu'on ne cherche pas vraiment à résoudre. Enfin, quand je vois que la ministre de l'Éducation nationale n'était pas du tout calée sur le sujet, n'a jamais été professeur, je trouve que pour représenter l'éducation nationale, c'est un peu bancal quand même. Enfin, pour moi, ça me paraît logique de mettre quelqu'un qui est issu, qui s'y connaît et qui, enfin, je parle de l'enseignement public hein, évidemment, mais voilà, quelqu'un qui en fait a vécu les conditions, qui connaît les problématiques sur le terrain et qui est capable du coup de faire un rapport et de dire là ça va pas, là il faudrait changer quelque chose et aussi d'avoir un processus collégial en fait. Je pense que ça aussi, ça a son importance qu'on écoute les professeurs de manière générale à tout niveau, peu importe que ce soit des plus petites classes, même jusqu'à l'enseignement supérieur, et qu'on fasse quelque chose ensemble avec eux, parce qu'en fait là globalement on prend les décisions pour eux et pas avec eux, à mon sens, en tout cas c'est le ressenti que j'ai. Si le lien manque, je me rappelle de certains des profs qui n'arrivaient pas à créer du lien avec les étudiants, et en effet ça peut vite virer au cauchemar quoi, pour les profs. Donc, je ne sais pas si les profs ils sont éduqués aussi à la communication non violente ou des techniques relationnelles. Il faudrait que la base, ce soit d'arriver à créer du lien de confiance, et ça, c'était pas gagné, quoi. Les deux exemples que j'ai en tête, je sais que c'est des gens qui travaillent énormément, qui sont payés une misère pour ce qu'ils font, et en fait, avec les générations, que ce soit la nôtre, celle d'en dessous, même celle d'au-dessus, on voit que le rapport de force entre le respect du professeur, même le respect vis-à-vis de l'école en général, a totalement évolué. Et qu'aujourd'hui, on est à l'école parce qu'on doit y aller. Pas parce qu'on a envie d'apprendre ou on se lève le matin en se disant bah tiens, j'ai envie d'aller voir les copains à la récré. Sauf que c'est pas le but même de l'école à la base. Après, le coup de la règle sur les doigts, il y a des méthodes qu'on ne fait plus aujourd'hui qui sont, je pense, plutôt cohérentes. Mais là, c'est trop, il y a beaucoup trop de laxisme. En fait, c'est même pas du laxisme vis-à-vis de l'école, c'est juste ils sont dépassés. Ils n'ont pas les moyens, on leur donne pas les moyens, on leur donne pas les autorisations. Ils s'expriment, mais ils s'expriment dans le vent en fait. On constate qu'il y a une forme de perte de sens. Ils arrivent donc dans ce métier, ils ont envie de faire des projets pédagogiques, de faire classe, et finalement ils se retrouvent en difficulté pour que chaque enfant puisse trouver sa place. C'est pour ça que nous demandons, une de nos revendications principales en cette rentrée, c'est l'allègement des effectifs dans les classes.
En France, on assiste à une baisse démographique qui a commencé depuis quelques années, qui va se poursuivre jusqu'en 2039 selon l'INSEE. Et nous demandons fermement à nos dirigeants politiques de prendre en compte cette baisse démographique, profiter de cette baisse démographique pour maintenir le nombre d'enseignants et faire en sorte que le nombre d'élèves baisse dans chaque classe, pour que les enseignants puissent faire correctement leur travail et puis que chaque élève puisse trouver sa place. Et si les conditions de travail étaient meilleures, les conditions de scolarité seraient meilleures, et ça donnerait envie de rester dans l'éducation nationale, ça donnerait envie de passer le concours. Nous avons aussi abordé la question de la discipline à l'école. Beaucoup d'établissements sont devenus le théâtre de comportements inacceptables au sein des élèves, ce qui fait beaucoup réagir le public. On ne peut pas prendre seulement le problème de la discipline, il faut vraiment prendre le problème de la société. Et c'est très, très important de travailler sur ces inégalités sociales, de dialoguer avec les familles d'une manière générale, de renouer un contact et puis de redonner du sens à l'école. Que l'école, elle apporte quelque chose, que les citoyens, les citoyennes d'aujourd'hui et de demain trouvent du sens à l'école. Et il me semble que le respect des acteurs de l'école, il ne pourra pas se faire, en tout cas, alors, bon, tout n'est pas noir non plus, hein. On a aussi la grande majorité des écoles où le contact se passe plutôt bien. On a de très bonnes relations et c'est quelque chose qu'on privilégie à l'école primaire, hein, le dialogue avec les familles. Mais je dirais que, il faut que les familles puissent retrouver confiance en l'école avec un grand E. Et cette confiance, elle doit passer par notamment par la réduction des inégalités. Et puis aussi, elle doit passer par une scolarité de qualité, une scolarité réelle pour tous les enfants. Qu'un enfant soit en situation de handicap ou non, il doit trouver sa place à l'école. Qu'un enfant, quelle que soit sa catégorie sociale, il doit trouver sa place à l'école. Et pour tous, l'école doit avoir ce rôle d'ascenseur social, en fait. Voilà. Si les parents n'arrivent pas à corriger le tir pour une raison ou une autre, là je pense que c'est de la responsabilité de l'établissement de faire le nécessaire pour que ça soit l'enfant perturbateur qui soit tout simplement remis dans un autre établissement et pas les enfants qui sont harcelés ou perturbés qui eux doivent quitter leur établissement alors que c'est pas de leur faute à eux, c'est plutôt de la faute de l'enfant perturbateur. Et après je pense qu'un enfant reste un enfant, c'est-à-dire que s'il est perturbateur, je pense qu'il faut creuser au niveau du contexte dans lequel il a évolué. Est-ce que il est vraiment suffisamment suivi de la part de ses parents. En fait, je pense qu'il y a une crainte aussi de vouloir imposer les choses, de ne pas être suivi par les parents, par les supérieurs. Et je pense qu'en fait, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de collégial, bon, un référendum, pourquoi pas, mais qu'il se passe quelque chose vraiment de collectif pour que ça revienne au centre, parce qu'effectivement c'est important pour apprendre correctement et pour comprendre en fait tout simplement l'importance des choses. Le premier mot qui me vient c'est confiance, quoi. À partir du moment où on fait confiance, tout doit être possible, quoi. Donc non, je suis pas tant dans la discipline, mais plutôt dans l'ouverture et créer un cadre où on se sent en confiance, quoi. J'ai pas la clé parce que c'est compliqué, quoi, de créer un climat comme ça, surtout à notre époque où il y a des tensions sous-jacentes partout, des divisions. Peut-être avoir un cadre un peu plus strict, pas de là à revenir aux uniformes ou quoi que ce soit, mais même si ça pourrait réduire certaines doses de harcèlement, on va dire, parce que ça aussi, ça joue pas non plus. Parce qu'aujourd'hui, autant avant c'était le camp qu'on lui mettait le bonnet d'âne, toute la classe rigolait, mais c'était le vilain petit canard, mais ça restait pour moi enfantin, malgré que les enfants sont quand même très méchants entre eux. Ils se rendent pas compte, mais ça peut laisser des séquelles plus tard dans l'inconscient. Mais l'uniforme, ça permettait justement à certains cas de se dire on est tous habillés pareil, il n'y a pas de discrimination sociale déjà, rien que ça. Nous avons affaire à une éducation nationale qui est très administrative, qui nous demande de fonctionner et qui ne tient pas compte de l'humain. Sauf que les enseignants sont comme tout le monde, ce sont des humains qui rencontrent, vous parliez de problèmes de discipline, c'est vrai que le climat scolaire, on a des tensions, qui, même si c'est loin d'être généralisé, mais on a quand même une hausse de certaines tensions dans les écoles. Et on a trop souvent, avec notre hiérarchie, un rapport bureaucratique, fonctionnel. Or, nous attendons un soutien humain, un soutien parfois sur place, hein. L'inspecteur, on attend qu'il se déplace à certains moments, dialoguer lui aussi avec les familles. Donc, cette proximité-là,
Cette humanité-là, elle manque. Nous avons connu un événement dramatique. Une enseignante s'est suicidée dans le Cantal. Cette enseignante a fait l'objet de harcèlement durant plus d'un an dans son école. Elle était dans une école, elle était seule dans son école, donc elle était directrice et enseignante. Cette enseignante était homosexuelle et donc à plusieurs reprises, elle a vu en arrivant le matin à l'école des inscriptions sur le mur de l'école des inscriptions lesbophobes, des inscriptions qui petit à petit sont devenues des menaces. Donc cette enseignante a eu un soutien administratif de la part de la hiérarchie, mais ça ne s'est pas suffisamment concrétisé sur place, ça ne s'est pas humanisé et humainement, elle n'a pas eu le soutien qu'elle aurait dû avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement marquant. La communauté éducative française est très, très marquée par cet événement de début d'année. Et ça remet en cause l'éducation nationale, le système éducation nationale et la relation que l'éducation nationale a avec ses enseignants. Beaucoup s'inquiètent de la disparition progressive du manuel scolaire en papier qui serait peu à peu remplacé par des outils numériques. Pour nous, on souhaite que ça reste en format papier parce que c'est bien qu'on avance tous au même rythme, voilà, sans avoir à scroller, sans avoir à chercher. C'est un outil important, le manuel, qui doit rester, qui fait partie de la liberté pédagogique et qui doit rester à la main des enseignants et enseignantes. On apprend beaucoup moins facilement sur une tablette, et en fait la tablette c'est ce qu'on a aussi à la maison. Et donc du coup c'est là qu'on peut voir que l'écart, en fait, la ligne est très fine entre l'école et la maison. Donc c'est pour ça que ce qu'ils peuvent se permettre de faire à la maison, ils peuvent se permettre de le faire en classe. Parce qu'on a la tablette, puis maintenant c'est trop facile. Ah bah j'ai pas chargé mon ordinateur, bah j'ai oublié ma tablette, bah elle est cassée, bah ceci. Alors qu'au moins les manuels, bah, on les mettait au milieu de la table. Enfin je me souviens, hop, on ouvrait le manuel, on le mettait au milieu de la table, et puis chacun avait son manuel. Puis un coup sur deux on échangeait pour pallier au mal de dos, machin. Donc c'était d'autres problématiques. Mais je trouve que c'était beaucoup plus éducatif finalement d'avoir le manuel en papier dans les mains. Et c'était beaucoup plus facile de se concentrer, c'était aussi plus agréable d'aller en cours, quoi. On sortait nos sacs à dos, hop, on ouvrait, on prenait nos livres. Et puis même tout ce qui est dictée, poésie, livres de lecture, ça maintenant, et même oui, simplement l'écriture en elle-même, tout ça je pense que ça commence à se perdre. C'est-à-dire que j'ai pas de personnes que je connais qui sont encore dans ces sphères-là de l'école, mais je pense que vu comment ça évolue, on écrit de moins en moins, on essaye déjà d'imprimer les cours, comme ça c'est juste de la lecture, et maintenant c'est juste du tapotage sur ordinateur, et même si principalement nous, même en tant qu'adultes, on écrit un peu moins, et c'est peut-être aussi ce qui peut nous faire défaut, mais je trouve qu'à l'école c'est quand même dommage de là à vouloir faire les fables de La Fontaine ou des textes qui datent d'il y a 400-500 ans. On peut peut-être changer ça et prendre des textes un peu plus modernes, qui sont peut-être un peu plus digestes aussi pour les enfants, mais ça reste quand même un problème de juste vouloir tout numériser et directement tablette graphique, très bien. Mais du coup ils savent plus dessiner, ils savent plus écrire, ils sauront plus faire juste de la calligraphie même en elle-même. C'est des valeurs qui se perdent, et même avec les correcteurs automatiques, tout ce qui est la syntaxe, l'orthographe, malheureusement ça se fait plus. Donc c'est un point sur lequel je pense qu'il faudrait revenir, où il y a une grosse machine à faire un pas en arrière, quoi. Voilà. C'est beaucoup plus facile de se concentrer face à un livre que face à un écran ou une notification. Et tout de suite, notre cerveau va partir sur la notification et on va oublier la première tâche qu'on faisait. Et ça a été prouvé, que les écrans ont tendance à nous perturber. Juste de faire les devoirs avec un téléphone, on perd la concentration et on met, je crois, en moyenne une vingtaine de minutes à revenir à la concentration qu'on avait initialement à la première tâche à laquelle on était attelé. Donc ouais, c'est vrai que c'est effrayant. Et puis, quand on regarde bien aussi, ce que j'ai envie de mettre entre guillemets en employant le terme d'évolution, c'est l'évolution sur les mots entrés dans le dictionnaire. Parce que des modifications d'orthographe, d'accent, etc. Pourquoi ? La langue française, elle est dure certes, mais elle est riche. Et en fait, elle est riche de quoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle a un passé, elle a une histoire. En fait, c'est des mots qui ont évolué. Et pourquoi pas continuer une évolution, mais que ça ait un sens. Mettre wesh dans le dictionnaire, parce que ça y est vraiment, je trouve que c'est problématique. Enfin, je veux dire, pourquoi ? Il y a plein de mots, en fait, quand on regarde les ajouts récents dans le dictionnaire, qui ne sont, à mon sens, pas pertinents et qui sont tout simplement, qui ont une volonté juste de suivre en fait la lancée un peu que je trouve péjorative de la société, qui va vers une baisse de la culture, une baisse de la réflexion en fait. Et je trouve aussi pareil que
on a tendance aussi à être beaucoup plus enfermé avec un écran qu'avec un livre, parce que on suit un contenu, on suit un fil, mais un fil infini. Et en fait, déjà, pour se déconnecter de ça, c'est difficile. Et au-delà de ça, dans le livre, il y a l'imaginaire qui rentre en ligne de compte, parce que là, on voit les images, donc il y a moins de place pour l'imaginaire. Et la créativité, c'est hyper important. Tu parlais du dessin, par exemple, c'est un bon exemple. Voilà. C'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant de rester sur un support papier. Et pareil, pour en revenir à ce que tu disais sur l'orthographe, etc. Moi, j'ai souvenir de mon père qui me disait effectivement qu'il recopiait des pages et des pages de Victor Hugo, qu'il connaît d'ailleurs encore par cœur aujourd'hui alors qu'il n'est pas du tout dans les lettres. Moi j'ai souvenir de, allez, peut-être 20 lignes. Ouais, c'était ça, hein. Je pense au collège, 20 lignes, en collège même pas, en primaire, une vingtaine de lignes maximum. Et encore, on est peut-être plus sur 15. Et mon frère s'était dédicté 2 mots. Dans la même école, on a été scolarisés dans la même école, on a 5 ans d'écart. On a fait un petit peu entrer le loup dans la bergerie. Parce que justement, il y a moins cette fracture entre c'est l'école et c'est la maison, donc les règles sont différentes. Et c'est pareil, pour en revenir à la discipline, voilà, il y a le manuel aussi, le fait de s'astreindre à se dire, voilà, j'emmenais mon manuel, de s'astreindre à dire, bon alors, j'ai quel cours aujourd'hui, je prends quel manuel, je prends quel cahier, en fait. Ça aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, on réfléchit plus, on prend l'ordinateur, tout est dans l'ordinateur. Et donc, en fait, on mobilise moins le cerveau, on a moins de gymnastique intellectuelle, et donc, en fait, quelque part, on est plus facilement pris dans un quotidien. Et en fait, c'est tout simplement du réflexe. C'est plus de la réflexion, c'est du réflexe qu'on a. Et je trouve de plus en plus dans le monde du travail aussi d'ailleurs. C'est intéressant justement de faire le lien avec le correcteur. Parce que du coup, sur papier, il n'y a pas de correcteur. On est obligé de réfléchir à l'orthographe des mots, au sens, aux accords, à la liaison, complément d'objet direct, indirect. Et en fait, avec le correcteur, on ne se pose plus toutes ces questions. Il y a une petite ligne rouge, donc on sait qu'il y a un problème. Et voilà, il y a juste à taper sur Google et on vérifie. Et c'est dommage du coup de perdre cette gymnastique-là qui du coup nous permettait d'écrire correctement sans faire de faute avec une langue française, la langue de Molière, la vraie finalement. Sur un écran, tout va très vite. Quand on regarde aujourd'hui les formats verticaux où on scrolle comme des malades, on appuie, hop, couleur, ça stimule énormément le cerveau. Alors qu'au moins, quand on écrivait, on apprenait à bien faire les lettres, à lire les textes, on prenait notre temps, c'était plus facile aussi pour le cerveau à enregistrer. Qu'aujourd'hui, en fait, on lit, mais dans 10 secondes, on aura oublié la ligne qu'on a lue 10 secondes avant, quoi, en fait. Ça aussi, c'est aussi problématique. À un âge où, justement, le cerveau se construit, parce qu'on est censé le construire convenablement, tout ça, ça prend du temps, comme la croissance physique. Le mental, c'est pareil, ça prend du temps. Et le fait, justement, d'avoir ce système d'électronique où on appuie sur les flèches, ça défile, on lit le texte en diagonale, ça suffit. Non, c'est une bêtise. Il faut prendre le temps de bien savoir lire, bien écrire, pour bien enregistrer l'information et pouvoir la ressortir derrière.